si la chrono est bonne. Oui. Je vous remercie d'être venu en nombre ce soir. Nous organisons chaque année des réunions de quartier qui sont à chaque fois l'occasion de prendre note d'attentes particulières sur votre quotidien. C'est aussi l'occasion d'échanger avec vous sur ce qui se passe dans la ville, d'essayer de faire preuve de pédagogie, des fois aussi de prendre en compte vos demandes. J'ai souvenir d'une réunion d'Augreil où on avait été lourdement interpellé sur les questions de curage et où derrière on avait mis en priorité sur les mois suivants tout le curage d'Augreil avec les questions des têtes de pont, ainsi de suite. Vous clôturez ce soir ce rythme des réunions de quartier. On a commencé par Augreil, on a fait le centre-ville. Nous étions la semaine dernière à Perret-Sainte-Eulalie. Et donc ce soir c'est Escalès et tout ce qui est le sud-est de la commune. Nous avons préparé en tout début de réunion, et on va peut-être commencer par là, un petit diaporama qui est l'occasion de faire le point sur l'ensemble des projets en cours et à venir, puisqu'au fond nous sommes à mi-mandat. Un mandat c'est 6 ans, ça sera peut-être 7 ans, puisqu'on nous parle de faire une journée d'élection où il y aurait les régionales, les cantonales et les municipales en même temps, et de reporter tout ça en 2021. On verra. Toujours est-il que nous sommes en responsabilité depuis 3 ans et demi, et qu'il est important aussi des fois de se rappeler quels étaient les engagements que nous avions pris en 2014, l'occasion d'échanger librement avec vous. Il y a des choses qu'on a tenues, il y a des choses qu'on n'a pas fait encore, il y a des choses qu'on ne fera probablement pas, et il y a enfin des choses qu'on n'avait pas prévues et qu'on a fait. Donc, puisque une vie c'est aussi le fait des fois d'imprévu. Et donc, je ne serai pas plus long. Une réunion publique de quartier, c'est surtout l'occasion d'une question-réponse avec vous. Et j'imagine que vous êtes venus aussi pour des fois porter des sujets qui vous tiennent à cœur. Et donc, tout de suite, on va vous passer ce bilan qui dure, je crois, 5 ou 6 minutes, 7 minutes. Et donc, on va le regarder studieusement.
Bien, écoutez, vous avez à l'image les 85 agents qui travaillent au quotidien pour la ville à rendre le meilleur service public possible à vous tous. Moi je tiens à les remercier. Ce sont des gens impliqués, des gens qui aiment leur ville et qui se donnent beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on souhaitait finir en les citant. Sur tout ce qu'il y a dans les projets qui ont été évoqués, je voudrais juste revenir sur les projets qui sont d'actualité et les projets qui sont du quartier. Les projets d'actualité, c'est la montée de Morlanes. Vous avez subi la semaine dernière le fait que la côte était fermée. Il y avait des traversées de réseaux d'électricité qui coupaient l'axe de part en part, donc on ne pouvait pas faire autrement techniquement que de couper. Ça a été fait sur une semaine.
donc nous devrions courant janvier avoir fini la première tranche, qui est celle qui va des abattoirs jusqu'à la place du Cap du Pouille, avec, on commencer à voir l'aménagement. Il n'y aura plus qu'une seule voie en montant, une seule voie en descendant pour sécuriser cet axe, que les gens ralentissent, et qui est un grand trottoir qui soit dédié au vélo, aux piétons, et qui permette à nos enfants notamment de pouvoir aller à la piscine, au terrain de sport en toute sécurité. En parallèle, il y a la place de Morlane. Je vous invite, si vous n'y êtes pas allé, à vous y rendre. Des plantations d'arbres, notamment de l'allée, ont été faites. Vont intervenir la plantation de la place. Cette place qui était jusqu'alors entièrement en goudron va être végétalisée avec une plantation de mailles, un peu comme sur la place de Verdun. Ces deux chantiers devraient se terminer au printemps, vers le mois d'avril. Donc la deuxième phase, cette montée de Morlane, sera une phase un peu complexe, puisqu'il y aura à la tournée vers la route de Montgaillard la création d'un rond-point, puis on a l'ancienne voie de chemin de fer et un pont avec des usines, notamment d'Aliland, des dépôts de Maïsadour, donc des trafics obligatoires qu'on ne peut pas couper. Et dans cette deuxième tranche, mais ça sera encore une période de perturbation, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. L'abbatiale a repris, pour ceux qui ne s'y rendraient pas, mais vous verrez des échafaudages qui montent jusqu'en haut des voûtes sur le transept. Cette phase-là va avoir une incidence. À Noël, l'église sera vraiment coupée en deux, et donc nous avons mis à la disposition de la paroisse la salle de la Loubert, pour que la messe de Noël puisse se faire en capacité d'accueillir les 1000 personnes qui généralement viennent. Donc voilà, nous irons dans une salle de sport à cette occasion-là, mais cette phase du transept devrait être réouverte pour l'été, si tout se passe comme prévu, et avec une nouveauté pour les touristes, mais aussi pour des Saint-Séverin, l'accès en visite guidée aux étages et au clocher, d'où on a une vue particulièrement plaisante des toits de la ville et des alentours. Dans les grands projets, on a les Jacobins qui continuent. Nous allons attaquer demain le chantier de la mise en éclairage de la chapelle des Jacobins, cette grande pièce sur laquelle des travaux ont été faits, des vitraux, du chaulage redonnant au fond une beauté à ce lieu qui est quand même splendide. L'éclairage permettra de mettre en valeur la charpente, qui est assez unique, et de mettre un éclairage d'ambiance qui rendra ce lieu vraiment agréable lorsqu'on y fait des repas ou des expositions. Enfin, pour finir, dans les grands chantiers, il y en a deux. Il y a les Halles. Donc, vous avez vu que la place du tribunal est en travaux. Les exposants ont accepté de déménager sur la place du Tour du Sol. Je crois qu'ils y sont bien, c'est une bonne nouvelle. On craignait que pendant cette phase de travaux, il y ait peut-être des gens qui quittent le marché hebdomadaire, et en fait les exposants y ont trouvé leur place. À partir de l'été prochain, on aura une place avec un réaménagement complet, où le jour du marché, il y aura vraiment une place centrale qui permettra aux exposants de pouvoir se mettre en demi-cercle, si vous voulez, et de mettre les halles au cœur du marché, avec des halles aménagées, où il y a 8 exposants qui sont prévus pour que ça soit un lieu de vie, un lieu où on peut prendre un verre, manger une assiette de tapas, que ce soit vraiment un lieu d'animation. Enfin, et là ça fait ma transition avec des sujets qui concernent plus les quartiers d'ici. Nous avons l'éco-quartier qui avance. Nous aurons une réunion publique en janvier où on vous présentera les plans de projets d'aménagement. Des rencontres ont lieu tous les 15 jours de façon à avancer sur ce projet-là. On a déjà des réservations de quelques terrains. Les premiers lots seront en vente premier trimestre 2018 et il y a des travaux qui démarreront courant deuxième semestre 2018. C'est un chantier qui durera plusieurs années, qui vise à se mettre en capacité d'accueillir 400 à 500 habitants et qui créera surtout une liaison entre l'avenue du Tursan, bref la zone d'Escalès, cette zone de service ici, et ces lotissements qui ont vu le jour dans les années 90-2000, ce sont La Fontaine, Nothomb, Gabaret, Saint-François,
et qui pourront ainsi directement rejoindre la rocade et la zone d'Escalès. Ce quartier a vocation à être aménagé en respectant, je dirais, une harmonie des lieux, en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup de végétation, de façon à avoir des conforts d'hiver et des conforts d'été, avec un lieu qui soit beau. Mais il n'y aura pas de prescription particulière sur les édifices. Je sais qu'on a souvent l'idée que les écoquartiers sont des maisons en bois. On balayera toutes ces objections traditionnelles et habituelles lors de la réunion de janvier. Je pense que ce sera un beau quartier. Ça me fait la transition avec l'avenue du Tursan, qui est dans un état de délabrement très avancé. Nous sommes en procès depuis bientôt 10 ans sur cet accès-là. L'expert juridique va rendre dans les jours à venir son rapport définitif sur les pré-conclusions que nous avons reçues. Nous avons des satisfactions, notamment la reconnaissance de malfaçon dans la réalisation du chantier et qui explique l'affaissement qu'ont connu cet axe et qui fait qu'aujourd'hui il n'est pas carrossable. Nous verrons derrière. La justice a ses lenteurs. On verra s'il faut aller jusqu'au procès ou si les entreprises décident de faire avec la mairie une conciliation. En tout état de cause, on va le faire sur ce sujet de façon à ce que les deux défauts majeurs soient traités. Le premier, c'est les canalisations qui sont inadaptées aux besoins en nombre d'habitations qui sont reliées à ce réseau, qui font qu'à chaque orage, nous avons les eaux usées qui passent dans les eaux de pluie et qui souillent plusieurs maisons du quartier. C'est à chaque fois vraiment quelque chose d'extrêmement déplaisant pour les gens et pour nous, puisqu'on est aujourd'hui dans l'incapacité de traiter cette question. Il faut refaire l'axe intégralement, à cette occasion refaire les canalisations qui sont dessous. Et puis le deuxième problème que vous constatez, c'est ces affaissements qui font que cet axe est très peu carrossable. Bien entendu, dès que nous aurons des avancées, on vous écrira par courrier de façon à ce que vous soyez informés de ce sujet-là. Nous avons enfin, concernant votre quartier, j'ai parlé de l'écoquartier de l'avenue Tursan, quelques informations plus du quotidien. Un programme de trottoir est prévu pour les mois à venir. Nous avons obtenu de la communauté des communes un financement à hauteur de 10 000 € lors du dernier conseil communautaire. Il est prévu qu'il finance une partie de ces travaux. Il est prévu notamment de refaire les trottoirs du lotissement Notre-Dame. Nous avions refait la voirie, mais pas les trottoirs il y a 2 ans de cela. Enfin, le cimetière connaît un plan de remise en valeur. Nous avons mis 27 000 € de budget pour reprendre des concessions qui étaient à l'abandon. On a 460 concessions qui sont reconnues à l'abandon, c'est-à-dire que suite d'un processus long, sont aujourd'hui 100 personnes connues qui descendraient des personnes qui sont enterrées à cet endroit-là. Donc on a commencé sur 2 îlots à exhumer les corps, à enlever les tombes pour les remettre à nu, de façon à se libérer de la place pour accueillir des nouvelles tombes, des nouveaux caveaux, de façon à ce qu'il n'y ait pas une partie vieille du cimetière un peu à l'abandon et des extensions récurrentes et régulières. Vous avez vu aussi que les ossements sont dans l'ossuaire. Tout ça est très réglementé. Si vous avez des questions là-dessus, on est là pour vous donner des précisions. Les allées vont être enherbées de façon à se préparer petit à petit au zéro phyto. Vous savez que l'utilisation du glyphosate, de ces herbicides, fait la une de l'actualité. L'Europe dit maintenir pour l'agriculture cette utilisation pendant 5 ans. Vous, particuliers, n'aurez plus la possibilité d'utiliser ni Roundup ni Gramoxone, puisque c'est les 2 marques commerciales les plus connues, à partir de 2020. Donc, et nous, les communes, nous sommes dans l'interdiction de les utiliser depuis le 1er janvier 2018. Et on s'aperçoit, 17, mais depuis le 1er janvier de cette année. Voilà, c'est pour voir si les élus suivaient, je vois qu'elle a un suivi avec précision. Et on s'aperçoit à quel point ces produits chimiques nous ont rendus dépendants. Et que lorsque nous ne les utilisons plus, la nature reprend ses droits.
Et le lieu qui est le plus complexe, c'est le cimetière, avec notamment la question des intertombes. Voilà. Donc si vous avez des questions sur tout ça, on est là pour y répondre. Donc les allées sont enherbées, il y a une dérogation sur les cimetières, on peut utiliser le gramoxone et le Roundup jusqu'au 31 décembre 2018. Et donc on a commencé à être en zéro phyto sur le premier semestre et on a repris une utilisation raisonnée depuis le mois de septembre et on est en train de reconfigurer petit à petit ce cimetière pour le rendre entretenable à coup de bêche, tout simplement, et de fauchage. Je crois avoir fait le tour des principaux points. Je ne vous parle pas de Joe Gray ou bien entendu la salle Alain Marsan. Les travaux ont commencé la semaine dernière et la place d'Augray, le boulodrome, seront, le devant de l'école, l'ancienne école publique, seront entièrement repris pour faire au fond un aménagement de cœur de village, de champêtre, tout ça ayant vocation à être fini pour les fêtes d'Augray 2018. J'espère ne pas avoir été trop long. Il y a beaucoup de sujets sur la table. Et donc le mieux, c'est maintenant qu'on aborde les questions-réponses. Il y a un micro, sans fil. Y a-t-il une première question? C'est souvent la première, la plus compliquée. Aurélie est prête. Ouais, moi j'ai des questions alors. Bonsoir. Olivier Martinez vous a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception vous demandant de retirer la délibération concernant le projet de ferme photovoltaïque avec plusieurs points qui montrent que visiblement le projet n'était pas préparé, pas abouti. Est-ce que vous allez répondre à cette lettre et qu'est-ce que vous allez dire? Je vous remercie de cette question. J'ai pour habitude de répondre aux lettres, donc bien sûr que je vais répondre à celle-là. J'étais la semaine dernière sur Paris avec EDF. Je peux vous confirmer que ce projet avance. Il a toujours été prévu derrière cette délibération de principe, qui est une délibération complémentaire, qui vienne préciser les choses, notamment la promesse de bail. Cette promesse de bail, pour être définitive et pour être jointe à une délibération, suppose que EDF avance avec les autres propriétaires de terrain, puisque grosso modo la valorisation du bail ne sera pas la même s'il n'y a que 2 hectares en ferme photovoltaïque ou s'il y en a 5, puisque plus la surface est grande et plus l'intérêt pour l'opérateur est grand. Et donc, voilà, nous aurons à faire dans les mois à venir une délibération nouvelle sur laquelle il y aura la promesse de bail complémentaire. L'occasion pour moi de rappeler sur ce projet-là quelques points importants. Ce terrain de Saoubière a été acheté non pas au prix des terrains agricoles, alors qu'il était terrain agricole au moment où il était acquis, mais au prix des terrains constructibles. Et donc nous sommes là face à, au fond, un problème tout simplement financier. Ce terrain, je parle sous le contrôle de Jacques, a été acheté 165 000 euros, 186 000 euros. Et si aujourd'hui nous le remettions en marché en prairie agricole, allez, on en tirerait entre 10 et 15 000 euros. Et donc, nous avions mené une réflexion depuis 2 ans pour voir qu'est-ce qui pourrait être utile et rentable sur ce projet. Sachant que tout ça s'intègre dans le PLU actuel, sur lequel, et peut-être certains d'entre vous ont été touchés, les nouvelles lois d'urbanisme s'appliquent à nous, notamment la loi Allure, la loi du flot, et les lois Grenelle. Et donc, dans ce nouveau PLU dont l'enquête publique va commencer le 4 décembre, les surfaces constructibles vont passer de 97 hectares à 27 hectares sans ensevelis. Ce qui fait que nous n'avons gardé comme terrain constructible que des terrains qui étaient déjà raccordés à l'assainissement collectif, ce qui n'est pas le cas de ce terrain-là qui était hors agglomération. Il se trouve que ce terrain n'est pas loin d'un poste de raccordement électrique et que ce poste a des réserves de puissance qui lui permettent de pouvoir absorber de la production d'électricité. Ce poste est du côté de Couchette, pour ceux qui connaissent Saint-Sevé.
Et donc, au regard de ça, on a mené un travail avec les services de l'État et on a inscrit dans le nouveau PLU que ce terrain reste constructible à usage exclusif d'accueil de fermes photovoltaïques. Donc, une fois que ce dispositif juridique sera rentré en vigueur, ça permettra d'accélérer ce projet. J'espère qu'on aura le plus vite possible un accord aussi de la communauté des communes pour qu'elle s'engage sur le projet, une fois qu'on aura les deux partenaires qui seront partants, puisqu'aujourd'hui sur les 5 hectares, 2 appartiennent à la ville et 3 avaient été vendus par la ville à la communauté commune, dans le but que la communauté commune puisse y faire une salle de basket. Cette vente s'était opérée avant que nous arrivions en responsabilité. Il y a un litige entre la communauté des communes et la ville sur cette vente d'ailleurs. Toujours est-il que nous travaillons à faire quelque chose de positif sur ce terrain. À titre d'information, et je clôturerai ce sujet là-dessus, on peut espérer un loyer qui irait entre 2 000 et 4 000 euros par hectare et par an. Donc si ce projet de ferme photovoltaïque aboutit, c'est grosso modo de l'ordre de 15 000 euros de loyer par an, auquel il faut rajouter entre 15 et 20 000 euros de taxes, qui s'appelle l'IFER notamment, c'est une taxe sur la production d'énergie qui serait reversée à nos collectivités locales aussi. Donc grosso modo, c'est un projet qui pourrait ramener presque 30 000 euros par an. Donc je pense que c'est un projet véritablement intéressant. D'ailleurs, suite à la délibération qu'on a fait, j'ai l'impression qu'à la communauté des communes, ce projet chemine. Et on a eu d'ailleurs un projet d'éolienne sur Montségur qui a été présenté au dernier bureau des maires. Et ce projet sera présenté dans les semaines à venir à la communauté des communes par EDF. C'est ce qu'ils m'ont dit la semaine dernière. Donc je remercie M. Martinez au travers de son article de faire la promotion de ce projet qui me semble être un très bon projet. Oui, madame. Merci. Bonsoir, je me présente, je suis Madame Solano. Je suis domiciliée depuis maintenant une petite année chemin de Barboulet. Et je pense que nous sommes particulièrement impactés par le projet dont vous venez de résumer, grosso modo, et sur des lignes, je pense, un petit peu trop larges, ce projet. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes posé la question de savoir si les habitants proches de ce quartier pouvaient être associés à ce projet? Il est prévu, comme dans tout projet de ce type, qu'il y ait une rencontre avec la population qui intervienne. Il est d'ailleurs prévu qu'il y ait une enquête publique. L'enquête publique est toujours une période de consultation. Sur ce projet, pour répondre à aux éléments qui peuvent poser problème, il est prévu une haie paysagère qui masque la vue par les habitations du chemin de Barboulet de la ferme, qui empêche tout reflet ou nuisance visuelle. 2, il est prévu, pour votre information, que ces panneaux soient installés légèrement en hauteur pour permettre qu'il y ait des animaux qui puissent utiliser la prairie qui est dessous. Alors c'est des ovins, me précise en femme. Voilà. Après, je vous ai expliqué, nous en sommes au démarrage du processus. Après, la vraie difficulté que nous avons sur ce terrain, c'est un problème financier. Si on n'y fait rien dessus, on a 165 000 euros qui servent à rien et qui en veulent les 15 000. Si vous permettez quand même, monsieur le maire, quand je me suis installée il y a un an, j'ai dû construire quand même, je m'étais rapprochée de votre équipe municipale pour solliciter, pour savoir un petit peu à quoi serait doué ce terrain. Alors certes, les choses évoluent, d'accord? Donc j'avais contacté l'urbanisme et le projet en soute qui pouvait éventuellement être proposé, c'était le déplacement d'un collège. Alors vous m'excuserez du peu, si j'avais su il y a un an de ça qu'il y aurait un projet de ferme photovoltaïque, croyez que le mécontentement est présent. Je trouve ça inadmissible. Je trouve ça inadmissible. Certes, les énergies renouvelables sont à l'ordre du jour, c'est l'avenir de certains de nos enfants et pour les générations futures, mais je trouve ça complètement déplacé à un point qu'on ne peut pas imaginer. Moi j'arrive d'une région bordelaise, je crois que le maire même de Fargue où nous étions installés n'aurait jamais fait ce genre de choses.
suis désolée. Écoutez, moi, madame, je vous remercie de votre franchise. Je ne sais pas, on en discutera en privé, qui vous a évoqué l'installation d'un collège là. Je n'ai jamais eu d'idée de l'installation d'un collège là. Ah bah écoutez, je peux vous dire les noms, c'est dans ce cas. Voilà. Si M. Clavry vous a dit ça, c'est faux. Bah, écoutez, Non, on peut écoutez, pas je ne peux pas vous dire mieux. Pour être tout à fait franc sur la question du collège, lorsque nous avons été élus, j'ai rendu visite à Henri Emmanuelli dans les semaines qui ont suivi l'élection. Je lui avais proposé à l'époque que nous lui rachetions au collège actuel pour y regrouper les écoles municipales, puisque nous avions l'école de Pérali, sur laquelle il y avait des travaux à faire, la cantine était totalement obsolète. Nous avions l'école du Parc, sur laquelle il fallait faire des travaux aussi, et on trouvait le collège actuel exigu et enclavé dans un quartier résidentiel pour y accueillir un collège plus nombreux, et donc on y aurait bien vu l'école. Et je lui avais proposé à ce moment-là le lieu où il y a l'écoquartier, juste à côté d'ici, sur lequel il y avait un emplacement réservé. Henri Emmanuel, il m'avait dit, monsieur le maire, vous êtes bien gentil, mais les choses sont lancées, les travaux vont vous démarrer dans les mois à venir, donc ce projet est nul et non admis. Donc, je regrette si au début de mon équipe de l'époque qui n'est plus en responsabilité vous a mal informé. Sur le reste, lorsque vous avez un projet qui voit le jour, il y a toujours un mécontentement du voisinage. Et c'est là où on rentre en contact et le dialogue. Mais voilà. Il y a quand même tout un impact paysager qui est pris en compte et qui a déjà été proposé, non, on a déjà travaillé. On a les mêmes questionnements sur l'écoquartier. On a reçu des voisins qui s'inquiètent sur l'écoquartier. Est-ce que j'aurai un vis-à-vis? Est-ce que j'aurai des nuisances? Et dans le travail de l'écoquartier, c'est pour ça que la présentation sera faite qu'en janvier, on a, à chaque fois que l'intérêt particulier ne va pas à l'encontre de l'intérêt général, modifier certains éléments, repousser certaines résidences, limiter des hauteurs, pour essayer de ne pas nuire, de ne pas créer de vis-à-vis. Maintenant, voilà, je pense raisonnablement, et c'est pour ça que nous le présentons, que ce projet peut avoir des bénéfices, notamment financiers que je vous ai dit, les bénéfices généraux de participation à la production d'électricité, sans nuire au voisinage. Si je pensais sincèrement qu'il y avait une nuisance pour le voisinage, nous n'aurions pas lancé ce projet. Maintenant, peut-être que le plus simple, c'est que je vous reçoive, je vous présente les éléments complets que nous avons, d'ailleurs, ils se tiennent à la disposition du public. Voilà. Si je peux me permettre, est-ce que vous parliez tout à l'heure des services de l'État? Est-ce que l'Agence régionale de santé a été sollicitée sur ce projet? L'ensemble des services de l'État, l'ensemble des services concernés dans la révision d'un PLU ont émis un avis. Donc, je crois avoir passé presque une dizaine de commissions sur le PLU pour le moment. Donc, tout ça est extrêmement long, complexe. Nous avons une enquête publique sur le PLU qui démarre lundi 4. Je ne peux que vous inviter à exprimer vos craintes dans ce PLU-là. Nous sommes à votre entière disposition pour ça. Mais pour revenir sur les panneaux photovoltaïques et la question de la santé, il est préconisé aujourd'hui dans toutes les constructions de mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons. Donc, s'il y avait un risque pour la santé, je crois qu'on n'accepterait pas de les mettre au plus près des habitations. Voilà. Donc maintenant, je crois que le débat est nécessaire. Il y a une enquête publique qui sera... Voilà. Vous êtes sans savoir que le terrain que vont préconiser ces terrains est en dessous de tous les terrains de SLS. En contrebas. Les panneaux ne seront pas au-dessus des habitations, contrairement à ce que vous dites pour une maison individuelle. Le terrain est en contrebas. Moi, je vais faire très simple. J'ai bien compris que vous aviez des craintes. Les craintes, il y a deux manières de les résoudre. Soit de donner des éléments factuels, précis,
qui montrent que cette crainte n'est pas légitime, soit la crainte est légitime et on arrêtera le projet. Je ne peux pas vous dire non. Je n'irai pas mettre quelque chose qui est nuisible à la santé à proximité d'habitation. Nous concevons en fait que ce terrain plombe un peu financièrement la commune, c'est certain. Maintenant, bon, vous n'avez pas choisi ce terrain pour faire ça au départ. Maintenant, tous les projets de ferme photovoltaïque qui ont été créés dans les Landes sont bien à l'écart de toute habitation. Faites le point un peu sur toutes les zones. Ce ne sont que les zones forestières, incultes, graviers ou autres, et non pas cultivables. Contrairement à ça, bien éloignés des habitations. Je vous rappelle que cette terre n'était pas cultivable, puisqu'aujourd'hui dans le PLU, elle était constructible. Donc, mais écoutez, moi je vais vous dire, le mieux c'est qu'on se voit en particulier, et je vous redis un engagement qui est très simple. Soit ce projet est nuisible à la santé, fait courir des risques, nous l'ajournerons, soit les craintes qui sont les vôtres, au fond, sont sans fondement, et au regard des éléments qui vous seront donnés, vous serez rassurés, et au moins, vous ne vivrez plus avec ces craintes-là. Je vais donner du courage aux derniers intervenants et aller dans le sens de Monsieur le maire. Profitez, Monsieur, dame, de cette chance que vous offre Monsieur le maire qui vous propose officiellement des dialogues, parce qu'il faut que vous sachiez que dans la localité, il y a eu d'autres réalisations, ce qu'on appelle une zone d'activité économique, et je peux vous certifier que des dialogues officiels, officieux, ça je ne remets pas en cause, mais officiels, je n'en ai jamais eu. Donc, je ne vous souhaite surtout pas, parce que vous disiez c'est la santé et toute autre chose, qu'il y ait des procédures judiciaires. Les miennes ont duré 12 ans pour être débouté, parce que je n'ai pas pu prouver que ma maison habitée, que j'avais fait bâtir avant que la zone d'activité ne se crée. Quand vous voyez des aberrations comme ça. Et pour terminer, bien évidemment, le dernier avocat que j'ai eu, il m'a bien défendu du moment où il se battait avec M. Dalle. Et quand il a eu, quand M. Arnaud Toussaint a été élu, il était encarté avec lui. Et pour finir, le pot de rose, c'était l'avocat personnel de Mme Claire Dupin. Voilà. Et je signalerai que... Alors, vous voyez, ça fait rire. Alors, ça m'a coûté 30 000 €, ça m'a coûté que je suis malade, et voilà, ça fait rire. C'est très bien. Alors, voilà, c'est ça, c'est un seul. Voilà. Bien, écoutez, moi, je ne vais pas rigoler, M. Bodigeau. Je rigole pas, non. Moi, on a eu le... Vous savez, moi, j'ai un exemple très bien en tête. Il y avait un projet, il y a un projet de méthaniseur à Saint-Sevé, sur un site proche de l'usine Valdour, ALS. C'est une zone inondable. Donc, nous travaillons au maximum cette question. Après, 100% des projets n'ont pas vocation à aboutir. Seuls n'aboutissent les projets qui lèvent toutes les objections réelles qui sont déjà là. Je pense qu'il faut qu'on se rencontre rapidement. Nous ne sommes pas les seuls, je pense, concernés. Bon, mon bureau est libre. À la fin de la réunion, je propose qu'on se retrouve. Après, loin de chez moi. pas forcément le sujet, le premier sujet qui est abordé. bien. Nous avons un exemple d'usine de méthanisation à Gécon qui ne semble pas satisfaire au quartier et qui a été, à mon avis, installé beaucoup trop près d'un grand supermarché et d'une zone commerciale. Les odeurs de cette usine se sentent à au moins 1 kilomètre. Est-ce que là-bas on est à 1 kilomètre? Non, mais, sur le méthaniseur. Écoutez, moi je ne vais pas parler. Je vais pas parler à la place des promoteurs. Il y a une question de zone inondable qui est
une vraie difficulté. Donc ça résout le problème. Et voilà, donc ça pose des problèmes réels et sérieux. D'autre part, il faut voir la logique qu'il y a derrière les méthaniseurs. À ce sujet, attendez, excusez-moi, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas assez de travail pour faire tourner cette équipe. En plus, alors qu'est-ce que vous voulez? Non mais moi je veux rien. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire de l'utile? Ah non, mais c'est eux qui demandent. Attendez, moi, je vais revenir au BABA. L'activité économique, elle est faite par des acteurs privés. C'est des entrepreneurs, vous êtes bien placés pour le savoir, mieux que moi, qui investissent, qui se lancent. Ce qui est du rôle de la mairie, c'est de donner, puisqu'elle a en charge l'urbanisme, les autorisations, ou pas les autorisations, sachant que tout ça est encadré par la loi. Il y avait initié à partir de 2013 un projet de méthaniseur sur Saint-Sevé qui n'était pas totalement illogique, qui était de dire les fientes de tous nos abattoirs, les déchets végétaux et les jus des usines de légumes que nous avons sur place mériteraient d'être retraités, ça réduirait les quantités qu'on épand dans les champs et ça produirait du gaz. Il se trouve de surcroît qu'il y a une canalisation de gaz qui passe à Saint-Sevé et qu'on pouvait faire de la réinjection directe. Vous avez vu comme moi, l'idée de l'époque, c'est on a beaucoup de production de canards, on est sur des zones vulnérables, c'est-à-dire que l'épandage de fumier, de lisier est très réglementé, et donc la méthanisation est une solution pour permettre de préserver ces productions animales, notamment dans le Chalosse. Bon, entre-temps, il y a eu 2 crises aviaires, on a eu quand même des interruptions d'activité extrêmement fortes, on a une meilleure connaissance des problèmes liés aussi à la méthanisation qui demandent d'avoir au fond un apport extrêmement stable. Voilà, bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Ce n'est qu'un projet. Voilà, ce projet, il y a des projets qui n'ont pas vu le jour à Saint-Sevé. C'est pas un projet municipal. C'est un projet privé. Hein. Ah oui, oui. Bien sûr. Mais vous devez donner votre avis là. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que nous avons posé des questions notamment liées aux zones inondables. La zone inondable ne peut pas interdire le projet? Elle ne peut pas l'interdire, puisque quand vous êtes en zone inondable, vous avez encore des perspectives de construction. Mais au regard de ce projet-là, je pense que ça l'annihile quasiment. Autorisez-moi à mettre des conditionnels là où des fois, sans une caméra, nous pourrions mettre de l'affirmative. Mais actuellement, les usines, les déchets de ces usines vont à quel endroit? Ils vont à Jetmont. Alors, si la Jetmont n'a pas suffisamment, je ne vois pas pourquoi. Nous avons aussi un acteur privé important sur Air sur les Tours. Donc en fait, il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Voilà. Il y avait ça, il y avait une pertinence économique. Je pense que les éléments saint-séverins font que ce projet semble compromis. Voilà. Oui. Où en est la numérotation de la route de Samadé ou de Pau, ou je ne sais plus comment il faut l'appeler. Et bien nous non plus. Ah ben alors, Ce soir, nous avons fait la même chose à Augrès. Nous avons fait la même chose à chaque réunion de quartier. Nous allons lancer à partir, au fond, vous savez, pour les numérotations, soit on le fait en direct de la commune, soit on sous-traite ça à la Poste, sur une application qui s'appelle Numéris, et qui le font en payant. On a prévu de le faire en interne. Il se trouve qu'on a même les numéros en stock à Munich. Il y a par contre, une démarche administrative à mettre en œuvre. Et donc on a demandé à la nouvelle DGS qui nous rejoint le 2 janvier, qui a déjà mené des procédures de ce type, là où elle était auparavant, de mener à bien ce projet. J'espère que d'ici la fin du trimestre
2018, l'ensemble des rues de la commune, et routes surtout, soient numérotées. Et comment faudra-t-il appeler cette route? Je pense qu'elle a un nom. La route de Pau. Et pour moi, c'est la route de Pau. Oui, mais au rond-point, il n'y a aucun panneau qui indique la route de Pau. Avenue Mamie Dupouille. Hein. On a le chemin on a la route de Toulousette qui est dans le même cas à Augrail. J'ai oublié, on a d'autres axes à Augrail. On va tous les faire. Si ce soir vous avez des habitations qui sont concernées, venez nous voir, qu'on intègre dedans. Ça suppose derrière qu'il faut avertir les impôts, enfin tous les services publics pour que ça rentre réellement dedans. Alors, je ne vous garantis pas par contre que les GPS l'intègrent automatiquement et rapidement. Il y a... Je ne trouve pas. Le GPS. Mais on a encore des GPS qui regardent par le chemin à la côte de Brie, vous savez. Pour vous donner quand même un élément d'information complémentaire, nous étions la semaine dernière, il y a 15 jours, à la communauté commune, on recevait le SIDEC par rapport au déploiement de la fibre optique dans le département, pour augmenter la rapidité de connexion Internet. Ils nous disaient, ils mènent le projet avec 5 départements. Il y a la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les 5 anciens départements du Limousin et les Landes. Ça en fait 6. Dans les Landes, il y a 80% des maisons qui ont un numéro et un nom de rue, et 20% qui sont encore dans les lieux-dits. Dans le Lot-et-Garonne, c'est l'inverse. Il y a 20% où il y a numéro 22, route de Pau, et il y en a 80% qui sont dans le lieu-dit. Bida ou Barboulet, Pélaouillet, ainsi de suite. Donc, je ne dis pas qu'à Saint-Sevé, on est dans la même rapporteuse, mais on ne doit pas être loin. Il y a quelques axes, ça sera fait au début de l'émission. Vous avez d'ailleurs, au sein de votre municipalité, une adjointe au sport qui est très assidue sur cette demande. Mais pas suffisamment, alors. Mieux faire. Et tant qu'on est sur cette route, est-ce qu'on pourrait pas prévoir un côté piétonnier jusqu'au chemin de la cité? Alors, là-dessus, malheureusement, je vais vous dire que ce n'est pas possible. Nous avons déjà beaucoup de bas-côtés à entretenir, en fait, de trottoirs. Au fond, quel est l'esprit de l'urbanisme actuel? C'est de réduire l'extension des villes. Et donc, l'extension des trottoirs, de l'artificialisation, enfin, des bas-côtés, des canalisations coûte très cher. Nous n'aurons pas l'argent pour le faire et les besoins sont immenses. Si vous prenez la route de Mont-de-Marsan, quand vous sortez du rond-point du pavillon, à gauche, il n'y a pas de trottoir. Et on est bien en agglomération jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Si vous prenez à ce rond-point-là l'avenue de l'Océan qui va vers la zone industrielle, vers Kona, on a bien des maisons de part et d'autre et pas de trottoir non plus. Si vous traversez Augrail, c'est aussi un problème. On n'a pas de trottoir. Donc je ne vais pas vous promettre aujourd'hui, malheureusement, de créer des trottoirs. Les rêves sont faits des fois pour être concrétisés. Je ne veux pas un trottoir, je veux juste un sentier piétonnier. Là, après, c'est un axe départemental. Tout ça répond aussi à des normes. Bon, voilà. Il faut aussi le doser en fonction du trafic, si vous voulez. On ne peut pas demander une limitation de vitesse. Alors, les questions de la limitation des vitesses sont un éternel problème. Je ne connais pas une réunion de quartier où les gens ne demandent pas à ce qu'on fasse mieux en limitation des vitesses, et c'est souvent des Saint-Séverins et des locaux ou des gens de la famille qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Puisqu'on est les premiers, moi le premier, à attendre que les gens respectent la vitesse et à pas forcément les respecter à chaque fois. On a par contre, on va faire une expérimentation de feux intelligents. C'est des feux qui restent au rouge si vous ne respectez pas la limitation de vitesse et qui passent au vert si vous êtes à la vitesse obligatoire.
On pense par exemple le tester à Perret. En gros, vous arrivez à la chapelle de Perret, vous partez vers Saint-Sevé par le pont. Aujourd'hui, vous êtes censé être à 30 km/h. Si vous êtes à 35, vous avez le feu rouge. Si vous êtes à 50, vous avez le feu rouge. Si vous grillez le feu rouge, c'est moins 4 points. Et si vous êtes à 25, il passe au vert. Et donc, celui qui ne respecte pas la vitesse va être obligé de s'arrêter et d'attendre un peu que le feu passe au vert, alors que celui qui aura respecté la vitesse mettra moins de temps à traverser l'axe, puisque le feu sera resté au vert du début à la fin, sera passé au vert bien en amont. Si ça marche, je trouve que ce type d'ouvrage qui existe beaucoup en Espagne, il y en a un à Hossegor. J'étais la semaine dernière au Salon des maires où j'ai rencontré des fabricants qui me disent qu'il y a des régions de France où ça s'est beaucoup développé ces derniers temps. Tout ça est réglementé, on ne peut pas les installer n'importe où, mais ça peut être un moyen intelligent, pédagogique, de faire respecter des limitations. Oui, si on passe au rouge, il y a un flash qui Alors, c'est un option. Sur l'expérimentation, il n'y a pas de flash. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'on entend ça, des questions. Alors, vous parlez de mettre des feux rouges à 30 à l'heure. Faites l'expérimentation sur le chemin de Varboulé, là. Vous allez rendre service à beaucoup de monde. Alors déjà, la première chose, en janvier, vous avez reçu un courrier vous signalant le passage de camions à des vitesses excessives tous les jours. Nombre de camions, c'est pas un, c'est pas deux, c'est toute la journée, des va-et-vient de camions qui roulent à vitesse excessive. Fort courtoisement, vous avez répondu en février que vous faisiez le nécessaire pour mettre une signalétique. Nous sommes en novembre, il n'y a toujours pas de signalétique. Moi, personnellement, je me suis pris un camion dans la figure il n'y a pas 3 semaines. Hein. Donc, à savoir que nous, les usagers de ce chemin, vu qu'il n'y a pas de signalétique, par rapport aux assurances, nous sommes assurés qu'à 50%. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être en tort, et malgré ça, nous sommes responsables à 50% de l'accident. Donc, quand on roule sur ce chemin, il faut qu'on sache que nos assurances ne fonctionnent pas. Donc, on vous demande de mettre une signalétique, si ce n'est pas une signalétique, quelque chose pour arrêter ces camions, parce que ça suffit là. Alors, Moi, j'ai un petit complément d'information à vous soumettre. J'espère que ça n'entendrait pas les gens s'esclaffer. Je vais dire ça parce que ça n'a pas l'air sérieux, mais c'est très sérieux. En ce sens que sur ce chemin de Varboulé, qui est un chemin sans issue, où 2 voitures peinent à se croiser, nous sommes face à un trafic ininterrompu de poids lourds. Quand je dis poids lourd, ça va jusqu'au semi de 35 tonnes. Au bas mot, 100 par mois. Donc, ce qui veut dire plusieurs milliers par an, et ce, depuis plusieurs années. Moi, je vous ai averti plusieurs fois, Hortensia a eu son accident matériel, et heureusement, bientôt, forcément, il y aura des morts. Je fais juste un petit aparté pour préciser une chose importante. Quand on parle de trafic de poids lourds, on ne parle aucunement des poids lourds de l'entreprise Aspirado, 6 chemin de Varboulé. Car ces camions-là respectent, il y en a peut-être moi, il n'y a pas de problème. Voilà. On a prévenu, vous le savez, la question est de savoir pourquoi un tel trafic sur un chemin sans issue. C'est ça qu'il faut expliquer. Moi, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a 2 questions dans la question. La première, en février, lorsque je vous ai répondu pour la mise en place d'une zone 30, j'ai adressé, les services de la mairie ont adressé
une demande à la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui est en charge de la pose de la signalisation horizontale, donc des panneaux. Et donc malheureusement, vertical et horizontal. J'ai dit horizontal? Oui, vertical. Les deux. Et donc malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Et donc j'ai été amené la semaine dernière, puisque Francis, vous m'avez relancé, à prendre l'arrêté. Normalement, on pose les panneaux et on prend l'arrêté après, puisque un arrêté ne peut être pris que lorsque les conditions de l'application de l'arrêté sont mises en œuvre. Et c'est pour ça que généralement, on pose le panneau, on y met une bâche noire, le rendant inopérant, on prend l'arrêté derrière, puisqu'on peut constater que tout est en vigueur pour que l'arrêté soit appliqué, et il rentre en vigueur. Bon, donc là j'ai pris l'arrêté, on le fait à l'envers, et j'ai envoyé un courrier en fin de semaine dernière de mise en demeure de la Comcom de mettre les panneaux sous 8 jours. Donc nous devrions avoir dans les jours à venir un panneau 30. Ça ne résout pas le second problème que vous soulevez et sur lequel je vais vous faire un aveu. On n'a pas eu conscience plus tôt que les derniers échanges de ces derniers jours sur ce sujet-là. Moi je sais qu'il y a une décharge à matériaux pas loin dans un des terrains qui est desservi par le chemin de Barboulet. Vous savez, il faut toujours, quand vous avez la terre, l'évacuer à un endroit. Voilà. Donc, je ne savais pas par contre que ça générait un trafic de cet ordre. Donc, écoutez, on va regarder cette question. Mais c'est relativement nouveau ce trafic. Non, depuis plusieurs années. Moi j'ai quitté 2008, Je parle de 3 ans au moins. De Rabat, de Mont-de-Marsan, Moi, c'est l'objet des récits. Attendez, c'est typiquement le genre de sujet des réunions de quartier. Nous, les élus, on est à votre disposition, on ne connaît pas tout, et on connaît forcément moins bien chaque quartier que vous. Et donc, bon, nous reviendrons vers vous par courrier pour vous dire les tenants, les aboutissants et les moyens qui sont de notre ressort pour résoudre ce problème. En gros, tout ça est encadré par la loi. Est-ce qu'on peut empêcher les camions de passer là? Est-ce qu'on peut y arriver plutôt par le dialogue? On va voir. Déjà, si vous l'équipement, le panneau 30, c'est une question de jour. Déjà. Et au moins, par rapport aux assurances, un camion qui roule à 70 et qui le dit, je roulais à 70, s'il y a un panneau 30, par rapport aux assurances, déjà, on est vraiment 55 ans. Mais ça n'explique pas le trafic. ça on va aller voir. Je suis au récent aussi, parce que je suis à 7 heures, le camion de poubelle, lui, il ne va pas voir. Bon. S'il faut aller plus loin, il va plus loin. Non, mais écoutez, nous on va comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre juridique. Voilà. Non, mais si c'est une décharge, c'est beaucoup d'entreprises qui... Ça appartient à qui ce terrain? Non, c'est pas, il faut qu'on aille voir sur place. Messieurs, c'est clair, je vous ai dit, on revient vers vous par courrier pour vous dire ce qu'on va mettre en place et ce qu'on peut mettre en place. Oui. Concernant la zone d'Escalès, Oui. la zone artisanale, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter le nombre de places de parking devant la boulangerie, par exemple, devant la pharmacie? Parce que c'est vraiment pas très commode. Alors, je vous remercie de cette question. Il y a suffisamment d'espace vert là pour Ce sont des parkings privés. Non mais... Ah, c'est privé. Il y a d'ailleurs un terrain nu là, en RB, mais qui appartient aussi à un privé. Oui, on va faire un parking là-bas, alors qu'on va chez nous. Est-ce que la quantité de parking qui doivent le commerce avoir, est-ce qu'elle est respectée? Je pense que oui, puisque lorsque les permis ont été délivrés, ces questions-là... Écoutez, après, À l'époque, ça a été délivré sur... Donc, Monter le nombre de places. mais Il y a de l'espace vert qui ne sert à rien là.
Moi, je crois qu'il faut que vous alliez voir le boulanger. Votre voisin nous dit ou la pharmacienne. Mais bon, après, écoutez. C'est très difficile de se garer pour aller à la pharmacie. Que vous me disiez qu'il y ait d'autres lieux à Saint-Sevé où ça manque de place, parce que sur le domaine public, on peut y réfléchir. On est d'ailleurs en train d'essayer de résoudre le problème du stationnement autour de l'hôpital. Nous allons passer au prochain conseil municipal la convention de mise à disposition d'un terrain municipal auprès de l'hôpital. Vous avez derrière l'ancienne gendarmerie les jardins familiaux. Et l'accès à ces jardins familiaux a une emprise assez large, de plusieurs mètres. Et donc ça fait un beau petit terrain. Et donc j'ai proposé à l'hôpital qu'on leur mette à disposition ce terrain, mais que l'aménage pour faire un parking qui serait fermé, protégé pour les employés de l'hôpital. De façon à ce que les 15 ou 20 voitures de salariés de l'hôpital puissent être accueillies là. Ça serait autant de places libérées pour les familles et les patients. Et donc la ville s'engagerait à finir l'aménagement d'un trottoir sur le chemin de Saint-François qui n'existe pas aujourd'hui. Nous avons aussi en vue de réaménager, une fois que les travaux seront bien avancés, la rue des Tilleuls, cette rue qui jouxte l'hôpital et la maison de Mme Fournier, de façon à gagner quelques places là aussi. Et on a enfin un parking qui appartient à l'hôpital, qui est au pied de l'hôpital et qui donne sur la pharmacie Carrère et le funérarium. Nous travaillons avec l'hôpital à réorganiser ce parking, qui aujourd'hui ne fait pas l'objet par exemple de places matérialisées, tracées, et le fait de bien le réorganiser permettrait de gagner quelques places aussi. Ces trois initiatives conjuguées devraient permettre de gagner une trentaine de places de parking, et donc de solutionner le défaut majeur de ce projet de réhabilitation de l'hôpital, que je trouve beau en matière d'esthétique, avec le fait d'avoir eu un accueil commun pour l'ensemble des professionnels de santé qui donne satisfaction. Il semblerait que les professionnels, les médecins soient intéressés pour s'installer ou venir travailler là l'an prochain. Donc, écoutez, si ça peut participer au renouvellement des professionnels de santé, on s'en réjouit. Mais ce projet a un défaut majeur, c'est l'absence de places de parking, notamment rue du Treillis, rue de la Guillerie. Donc, c'est pas tout à fait naturel de se garer à l'arrière de l'hôpital, mais il y a une entrée de ce côté-là, qui donne directement à la maison pluridisciplinaire. Une fois qu'on aura trouvé le réflexe, je pense qu'on pourra se garer au plus près de l'hôpital, dans les meilleures conditions que l'on vit. Y a-t-il une autre question? Tu y vas à pied. Alors, y aller à pied, c'est bon pour la santé. Enfin, du chemin de Barboulet, c'est quand même long et dangereux. Il n'y a pas de trottoir. Il y a un bus et un peu plus un trottoir. Non, mais il n'y a pas que le chemin de Barboulet, il y a plein de chemins. Non, mais pour aller du rond-point jusqu'à l'entrée du chemin. Oui. Si les communes de l'avenue de Tursan sont en refaire un entier, c'est des travaux pour plusieurs mois encore. Très sincèrement, oui. Alors, si vous, si l'avenue de Tursan est refaite, j'espère que vous supprimerez cet îlot central là, où les moissonneuses batteuses et tant d'autres passent avec dessus et des arbres subissent de sacrées conséquences, puisqu'il y en a un juste en face de chez moi qui a pris la position couchée. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Mais ça fait travailler peut-être monsieur Langage. Et ça m'a compris. Non, je ne fais pas de réclame. Je
Je ne vais pas sponsoriser les trottoirs. Enfin, monsieur Rosen, si on réhabilite l'avenue, tout ça, j'espère que vos abords, vous allez les améliorer, vous. Et vous allez être embêté avec la fête du glyphosate et les produits phytosanitaires. Comment vous allez faire, vous? Mon cher ami, comme je suis un écologiste, écologiste, je laisse pousser mes herbes, voilà. Enfin, monsieur Tozin, que savez-vous nous dire pour le prolongement des bennes qui rendent vraiment service pour la collecte des déchets verts? Ah oui. Ça, c'est vraiment une aide utile. Ou à moins que celui qui est en charge de ce raisonnement n'ait pas suffisamment d'études pour comprendre que c'est en période d'hiver qu'on taille le plus. Aux employés communaux, là. En fait, les employés communaux, moi je vais mettre les 10 ans, je vais me faire le porte-parole de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent mais où ils sont, on ne les voit pas. Moi ce que je vois, midi moins le quart ou à 17h15, c'est 3-4 fois le tour. Ils viennent comme s'il y avait des portes, ils viennent aller fermer les accès de la ville, ils tournent 3-4 fois pour arriver jusqu'à l'heure. En fait, c'est comme ça. Je me fais le porte-parole. Monsieur Dodijos, oui. Je sais que c'est une accusation régulière. Moi, le premier, les chevaliers de Fiel me font beaucoup rire. Ouais, ils n'ont pas tort. Mais je crois qu'ils ont tort par rapport à ce qu'on vit à Saint-Sevé. Je vais avoir surtout le programme que vous avez dit, mais on régressait. Au Moyen-Âge, d'après ce que vous aviez prévu et ce que vous avez fait, je crois que pouf, il n'y a aucun innovateur écolo, vous n'en êtes pas du tout. Il faut informer, vous dites les villes ne s'expansent pas, ici on expanse. Vous avez prévenu la population et les lotissement, tout ça, vous avez été labellisé ces jours-ci, j'espère que vous le serez davantage avec une des premières villes dans le département qui va être impactée le plus au niveau sonore, parce qu'il y a des propriétaires terriens et forestiers qui vont sérieusement déboiser ces jours-ci. Alors bonjour, Saint-Sevé le bruit, mais c'est bon, on s'y fait. Je vais... Ce qu'il raconte, vous allez le voir bientôt, je ne suis pas au courant, je vous en informe. Sur les services de la ville, j'ai, à l'heure des pointes, à 15h30, 30 personnes qui encadrent nos enfants. Nous respectons depuis 2014 les règles de la CAF, avec un titulaire de BPGEPS, avec une adjointe qui est professionnelle aussi, avec des encadrants qui à 80% ont BAFA ou CAP petite enfance, et qui ont la responsabilité éducative de nos enfants. Et nous avons fait avec Claire une réunion hier avec les enseignants qui nous disaient qu'on avait des TAP de grande qualité à Saint-Sevé, ces temps d'activité périscolaire. Donc il y a déjà presque un tiers de l'effectif qui est aux écoles. Deuxièmement, vous avez un cinéma qui est classé art et essai, qui reçoit presque 15 000 personnes sur une année, qui organise des festivals, notamment de dessins animés anciens. Vous aurez le livre de la jungle des Pinocchio pour que les familles puissent avec leurs enfants aller voir ces grands classiques. Et donc avec c'est le CMJ qui le participe, mais c'est quand même nos agents de la ville qui vont négocier les droits, s'assurer de la possibilité d'aller trouver ces sorties qui sont pour certaines anciennes. Et donc vous avez là 5 collaborateurs qui à tour de rôle assument des séances le soir, le samedi, le dimanche. Vous avez 4 personnes à la régie des eaux qui sont d'astreinte, qui lorsqu'il y a un orage vont intervenir, qui lorsqu'il y a une fuite vont intervenir, vous dire s'il y a un problème sur la conduite jusqu'à votre compteur ou si c'est chez vous, et qui souvent vont au-delà de leur mission de service public pour vous rendre conseil. On a enfin une régie bâtiment qui a fait en interne la rénovation du musée, la rénovation de l'école du parc, qui a en interne fini beaucoup de tâches à Pérali, qui a repeint les galeries du cloître des Jacobins. Cette peinture des murs et des voûtes qui a été faite dans les techniques anciennes à la chaux a été faite par des agents de la ville. J'oublie des chantiers, je me prie de bien vouloir m'excuser auprès des agents qui sont ici. Nous avons enfin, je sais qu'il y a des bons espaces verts. Nous avons à peine une dizaine d'agents aux espaces verts. Il y en a 3 qui sont au stade, à longueur d'année, à tondre, entretenir, et moi, ils le gèrent en 0 phyto, 100% bio. Il n'y a plus un produit chimique appliqué depuis 2 ans au stade.
allez voir les pelouses, elles me semblent en bon état. Et lorsqu'on reçoit pour le tournoi de FR des milliers de jeunes, avec des clubs qui viennent des fois du nord de Bretagne, ils nous disent vous avez une plaine de sport magnifique. Alors après, on a des agents qui entretiennent des cimetières. Quand vous avez 4 hectares de cimetières à entretenir sans produits chimiques, avec toutes ces intertombes, je vous souhaite bien du plaisir. Donc cet été, oui, il y a eu un été particulièrement pluvieux, on a été dépassé aux espaces verts, raison pour laquelle, moi j'ai... Quand il y a plus de travail, il faut plus de main-d'œuvre. Raison pour laquelle on renforce l'équipe. Et on s'est doté au fond de compétences aux espaces verts, puisqu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre. On s'aperçoit que souvent on fait appel à des maîtres d'œuvre extérieurs, des consultants qu'on paye pour choisir les fleurs, faire les plans, et que ça coûte des fortunes. Et que si on était en capacité de le faire en interne, eh bien, ça nous coûterait au final moins cher. On s'aperçoit aussi que lorsqu'on fait faire les achats par d'autres, par ces consultants extérieurs, ils prennent leur marge. Alors quand on achète en interne, eh bien, on finit par avoir des arbres à très bon prix. Voilà. Donc, je vous redis, c'est ma conviction profonde, qu'on a 85 agents impliqués et travailleurs. Alors après, c'est comme toute réalité humaine. Moi, il m'arrive de faire des erreurs. Il m'arrive des fois d'être meilleur un jour que l'autre. Mais je vous dis, nos agents sont vraiment le centre du service du public. Sur la venue du Tursan, puisque c'était la question d'origine, la réflexion a été estimée par l'expert à 1 million d'euros et il faut tout refaire. Les trottoirs, le cahier des charges n'a pas été respecté, d'où les cassures que vous observez à différents endroits. Moi je pense, et là ça sera une question que nous aurons, est-ce qu'on doit garder cet axe tel quel ou en profiter pour le reconfigurer? Moi il y a un point qui me choque, il n'y a pas de piste cyclable. C'est extrêmement large et on a des îlots centraux et pas de piste cyclable. Donc je pense que s'il faut le refaire, il y aura sûrement à réfléchir à une reprise de la conception de cet axe. Ah oui, oui. Enfin, pour être très clair, parce que vraiment je ne l'ai pas été. On est en conflit, on a attaqué l'entreprise qui a fait les travaux pour lui dire vous n'avez pas respecté le cahier des charges. Et eux nous ont dit si, on l'a respecté. Donc il a fallu faire des tests, vous avez vu à différents moments qu'il y a eu des fouilles. Ah, donc les premiers tests ont montré en 2011 ou 2012, mais il y a un problème, vous n'avez pas respecté les couches. Elle me dit, oui, c'est qu'à cet endroit, c'est pas à tous. Il a fallu faire d'autres tests. Et puis les entreprises disaient, c'est un défaut de conception. L'ancienne conduite et qui n'ont jamais été soulevés. Alors sur les conduites, moi, vous savez, les réseaux, quand ils sont dessous, je préfère pas m'avancer. Ce qui est sûr, c'est qu'on me dit qu'on a un réseau qui est en 20 ou en 30 et qu'il faudrait qu'il soit beaucoup plus long. Voilà. Donc, on est en procès avec l'entreprise, on fait un procès en attaque juridique. Et ils ont eux aussi des bons avocats qui sont faits pour les défendre. Mais le maître d'œuvre, c'est-à-dire ceux qui ont étudié l'axe, sont ainsi incriminés dans le rapport de l'expert. Si ça se repasse, nous nous reverrons. Vous savez, moi j'ai une petite entreprise. J'ai pour habitude de prendre des engagements oraux. Un client me commande les chapons, mais pour quand on fait. On livre les chapons, on envoie la facture. Et si au bout de quelques jours il n'a pas réglé, on l'appelle pour qu'il nous envoie le chèque, on va le chercher chez lui. Ça c'est le rythme de l'entreprise. Quand vous êtes dans une mairie, tout prend 10 fois plus de temps. Avant de lancer l'action, il faut être autorisé par le conseil municipal, par délibération, à prendre la décision qui vous autorise à faire. Avant de pouvoir prendre cette décision au conseil municipal, il faut que 5 jours francs avant, l'ensemble des conseillers municipaux aient reçu les éléments. Et si possible, parce que sinon on va nous accuser de jamais associer l'opposition, il faut qu'il y ait une commission où on ait débattu du projet avant. Une fois qu'on a rempli toutes ces conditions, je suis autorisé à faire. Mais je signe, et c'est pas moi qui paye. C'est le trésor public. Et pour que le trésor public puisse payer, il faut s'assurer que les sommes ont été réservées pour pouvoir engager cette dépense. Et donc, il faut que même avant d'avoir engagé l'action,
Il faut qu'on réfléchisse en amont à avoir bien le budget pour le faire. Alors que dans une entreprise, s'il y a un problème, on va négocier un découvert, où on s'assure d'avoir toujours un peu de trésorerie pour pouvoir faire. C'est totalement différent, et donc l'action est souvent longue. Alors j'ai pas parlé des autorisations, on a les bâtiments de France, puisqu'on a des éléments classés. D'ailleurs je vous invite, s'il y a des questions, ou si certains sont professionnels, à venir demain à la réunion sur l'AVAP, l'ère de valorisation de l'architecture du patrimoine à 19h, qui au fond clarifie les contraintes sur les constructions en centre-ville, c'est en mairie, et offre droit à des exonérations qui vont de 50 à 100% du montant des travaux sur l'impôt sur le revenu. Consolidation. Oui, pour les résidents, les propriétaires occupants, et 24% pour les propriétaires bailleurs. 22. Les impôts locaux, là, vont pas vous manquer. La taxe d'habitation, c'est prévu dans votre budget? La taxe d'habitation, ça pose... alors, sur 2018, elle est compensée intégralement sur le montant 2017 pour les communes de moins de 10 000 habitants. Donc, ça pose malgré tout deux questions à moyen terme. C'est que nous, on pense que Saint-Sevé a vocation à gagner des habitants. Que l'intérêt de Saint-Sevé, c'est de gagner des habitants pour préserver sur Saint-Sevé des commerces et des services, et de ne pas devenir une banlieue dortoir de Mont-de-Marsan. Nous avons dans le centre-ville ancien 260 logements vacants, c'est-à-dire vides, qui pourraient accueillir de la population nouvelle. Et le projet de l'écoquartier, qui est au plus près du centre-ville, vise à essayer de garder à Saint-Sevé une activité propre, qu'on puisse garder des commerces et des services qui participent à notre bien-être. De surcroît, je pense que Saint-Sevé, ville patrimoniale, belle, dans ce territoire de Chalosse, a, dans cette grande aire urbaine de Mont-de-Marsan, des atouts qui peuvent motiver des gens à venir vivre ici. Vous en êtes bien la preuve, puisque vous avez fait le choix de vivre à Saint-Sevé. Imaginons un jour qu'on soit 500 habitants de plus. S'il y avait eu la taxe d'habitation, on aurait eu 10% d'augmentation des recettes de taxe d'habitation. Avec la réforme de M. Macron, on gardera la même chose qu'aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est déjà une manière d'enlever de l'argent de surcroît. Nous avons connu une évolution des dotations. Il nous dit « je vous le compense », mais rien ne nous dit qu'il nous compensera pour toujours. Par rapport à 2012, en 2017, nous avons 371 000 € de moins de versement de l'État. Et sur quelle base juridique? Aucune. Il a décrété qu'il avait des problèmes d'argent, il a enlevé de l'argent à toutes les communes de France. Sur 700 000. C'est-à-dire qu'il a réduit de moitié les dotations de l'État. Et donc on cherche à mener un service public, à faire fonctionner les écoles, à faire fonctionner la cantine, à entretenir les fossés, les bords de route et tout ça, avec 371 000 € de moins. Bon, écoutez, d'où l'intérêt aussi d'aller chercher des recettes nouvelles, je bouger les fesses. Oui, c'est 7% du budget. C'est comme si on disait à quelqu'un qui est au SMIC, vous avez 80 € de moins par mois. Continuez à vivre, mais vous avez 80 € de moins. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Martin. Vous aviez promis pendant votre campagne, donc vous êtes à mi-mandat, de désendetter la ville. De combien avez-vous augmenté les dettes des budgets de la ville à mi-mandat, et avec tous les travaux que vous allez lancer, à quel niveau sera l'endettement final à la fin du mandat? J'ai augmenté la dette du budget principal de la ville de moins 300 000 €. Non, mais tous les budgets. Puisque nous l'avons baissé de 300 000 €. L'endettement de la ville en entier. Je vous confirme que j'ai baissé l'endettement du budget de la ville de 300 000 €. Principal, mais pas nous avons, ben oui, c'est le plus important. Nous avons par contre une dette à côté qui est sur l'écoquartier. On a acheté 12 hectares de terrain que nous pensons dans les 6 à 8 années à venir vendre petit à petit. À qui? Eh bien, ceux qui veulent s'installer à Saint-Sevé.
Il y a de l'emploi à Saint-Sevé. Écoutez, j'ai déjà des gens qui sont venus nous voir parce qu'ils sont intéressés par certains de ces terrains. Donc, et la population est passée de 4750 à 4913 habitants ces 5 dernières années. Donc moi je pense que nous pouvons, moi je préférerais que ça soit Saint-Sevé qui gagne en population que Peinqué ou Morcos, pour parler très franchement. Voilà, une fois qu'on a dit ça, le budget de l'écoquartier, c'était dessus, on vous le présentera en janvier, il est fait pour qu'à la fin de l'écoquartier, l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes s'équilibrent et qu'il n'y ait plus de dette. Donc là, c'est une dette temporaire. Par contre, on est propriétaire d'un talent de 12 hectares. Vous savez bien ce qui arrive à l'écoquartier à Ersoradour. Oui, mais ça ne marche pas du tout. Et c'est un très bon exemple. C'est la raison pour laquelle on le fait totalement différemment. Vous avez de la demande sur des terrains comme ça? Mais oui, on a de la demande. Avec les contraintes architecturales. On avait 4 terrains. On n'a pas encore parlé de contraintes. Non, mais écoutez, moi, il y a des beaux plans qui sont sortis. Les contraintes, c'est ni plus ni moins que de la qualité de vie. Si vous avez des trottoirs qui sont en béton micro désactivé et donc très qualitatifs, vous appelez ça une contrainte? Si vous avez 7 mètres de nous végétalisés avec des arbres qui vous font de l'ombre sur votre terrain, vous appelez ça une contrainte? Si vous avez une venelle de 3 mètres à l'arrière de votre jardin qui fait que votre voisin n'est pas contre vous, mais vous êtes séparés par un petit chemin que les enfants peuvent emprunter pour aller à vélo, se déplacer ailleurs, vous appelez ça une contrainte? Si tous les réseaux sont enfouis, vous appelez ça une contrainte? C'est de la qualité. On veut un quartier beau, agréable, de qualité, qui donne envie de venir vivre ici. D'accord, mais vous deviez vous occuper d'abord des quartiers existants. Tous les réseaux n'ont pas été enfouis dans tous les quartiers existants. Monsieur notamment Martin, Poulan, vous n'avez pas enfoui le téléphone. Vous avez bien refait les routes et les trottoirs, mais pas le téléphone. Nous avons mené des rénovations de quartiers. On a changé, je crois, 2000, c'était dans le diaporama. On a changé les éclairages publics sur l'ensemble des axes de la ville pour faire de la basse consommation. Ça, c'est quelque chose qui... venez pas nous dire qu'on n'a pas tout refait. Alors après, il y a des réseaux qui ne nous appartiennent pas. La fibre optique et la montée en puissance de la téléphonie, c'est pas la mairie qui était à la manœuvre. Donc voilà. Donc écoutez, moi je crois beaucoup à cet écoquartier. Nous aurons l'occasion de le présenter en début 2018. Moi je crois que Saint-Sevé est une ville belle, une ville différente. On a dans ce cœur de ville... Endetté, vous l'aviez dit, endetté. Eh bien je baisse de 300 000. Non, le budget principal, écoutez, tous les budgets de la ville, de combien vous les avez augmentés les dettes? Monsieur Martin, vous voulez pas répondre? 100% des candidats, des élus ont été candidats. Si vous avez des recettes pour désendetter la ville, présentez-vous aux élections 2020 ou 2021. Non, mais pas vous lancer dans des travaux nouveaux. Vous augmentez les travaux. Nous arrivons, je sais que c'est un peu étrange, nous arrivons à quelque chose d'assez particulier. On arrive à faire des travaux tout en baissant la dette. Comment? On investit, on dépense moins qu'avant. Nous avons par exemple un rythme sur cette mandature d'investissement qui sera de 1,5 million, entre 1,5 million et 1,6 million sur la mandature. Sur la mandature précédente, on était à plus de 2 millions par an. Donc on a investi moins que sur les 6 années précédentes. Mais on n'a pas fait de beach volley à 430 000 €. On a essayé de faire des dépenses au plus urgentes, les écoles, de la voirie, des choses comme ça. Deuxième point, sur les 2 millions d'euros d'investissement par an, il y avait à peine un peu plus de 200 000 € par an qui étaient financés par des subventions publiques de l'État, du département, de la région. Nous, sur les 1,5 million, on a plus de 500 000 € qui est financé par des subventions publiques. Et donc, si vous avez plus de recettes des autres, si vous dépensez moins, eh bien vous rééquilibrez les comptes. Alors, ils étaient de 11 millions d'euros de dette au début du mandat, ils sont aujourd'hui de 10 700 000 €. Et nous espérons finir le mandat en les ayant baissés de 400 000 €. Vous pouvez me dire que ce n'est pas suffisant. Moi, je constate qu'entre 2001 et 2014, on était passé de 5 millions de dettes à 11 millions de dettes. Sur cette mandature, on passera de 11 millions à 10 600 000. On aura grosso modo
stabiliser la dette et fait tous les travaux que vous voyez sans endetter la ville, sans au fond faire peser ces travaux sur nos enfants. C'est 25 les 200. Voilà. Y a-t-il une ou des dernières questions? Non, mais c'est vrai, on est sur le budget de la ville, on a des endettés de 300 000 euros. Et il faut savoir quand même que quand on a été élu, la baisse des dotations n'avait pas encore été annoncée. Donc quand on vous dit qu'on a baissé de 370 000 euros, c'est 370 000 euros cette année en 2017 par rapport à ce qu'on avait en 2012. Ça veut dire qu'en 2016, on avait également moins. On avait moins de dotations. En 2015, moins de dotations. C'est-à-dire que la somme de tout ça, ça fait plus d'1 million d'euros de dotations en moins sur notre du temps du mandat qu'on a passé. Donc tout ça, si on avait eu ce million d'euros, on aurait pu désendetter, non pas de 300 000, mais de 1 300 000. Ben voilà, je pense qu'on arrive à faire un total d'investissement qui est presque du niveau de ce qui se faisait avant, alors qu'on a des dotations en moins. Je pense que je ne vois pas ce qu'on peut nous reprocher là-dessus. Après, les charges à caractère général, c'est-à-dire les achats d'eau, d'électricité, toutes les dépenses du quotidien, seront inférieures fin 2017 à ce qu'elles étaient en 2013. On les avait baissées de 152 000 euros, 172 000 euros en 2015. Voilà, on essaye de serrer les dépenses. Moi, monsieur le maire, je vais vous être désagréable jusqu'au bout. J'avais longtemps que je n'étais pas revenu aux réunions du quartier. Je constate que c'est un fiasco. Venez vous faire plaisir avec l'ensemble de votre conseil municipal, beaucoup plus nombreux que l'assistance du quartier. Les gens, ils ont certainement lassé, tous préoccupés par leurs propres problèmes. Vous n'y apportez pas de solution. Voilà. Ces jours-ci, en fait, il y a eu un article pas réjouissant sur un commerçant du quartier. Ça vous touche, vous en pensez quoi? Vous qui faites tellement confiance à la justice, quand vous m'avez reçu dans un placard à balai, vous n'avez pas m'aider à moi essayer une pétition. Là, j'avais des signatures pour m'aider. Cette pétition, elle n'a pas été. J'ai même pas été averti, moi, de mon audience. Et voilà, comme ça. J'ai eu le plaisir ce soir de voir que vous moquez bien des gens et d'être venu pour me faire moquer de moi. Voilà. Je te dis, j'ose saluer. Si c'est l'impression que vous avez dans le cœur, je vous prie bien vouloir m'excuser. Mais sachez que, non, mais quoi qu'on puisse penser, je suis invité de rendre tout le contraire de ce qu'on me fait. Je ne vous ai pas coupé, monsieur le ministre. Je voulais juste finir. Vous dire que le mandat d'élu est un mandat ingrat. Les reproches sont quotidiens, les sollicitations constantes, les remerciements rares. Les promesses étaient nombreuses aussi. Mais on ne le fait pas pour ça. On aurait pu en parler encore. On le fait parce qu'au fond, on aime notre ville et on a envie de vous servir. Alors, ça fait peut-être tarte à la crème de vous le dire, mais c'est vraiment ce qu'on a dans le cœur. Et je peux vous témoigner d'une chose, c'est que vous avez une équipe d'élus au travail. D'adjoints qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui sont présents, qui sont investis dans les dossiers, qui ont le sens des responsabilités. Moi, j'ai pas envie de me moquer de qui que ce soit. Je ne crois pas m'être moqué de vous ce soir. Je prends la souffrance de chacun comme telle, et si je pouvais essayer de faire en sorte qu'elle diminue, j'en serais le premier heureux. On a eu, je crois, un échange très direct, très franc sur la ferme photovoltaïque. On l'a reçu. Je ne crois pas qu'on était là pour se glorifier, mais pour vous écouter, et l'engagement de vous recevoir, de vous donner tous les éléments, je le tiendrai. On va se fixer une date de rendez-vous et puis on regardera ça. Voilà. Sur l'affaire qui a fait la une de la presse, vous me permettrez de ne pas me positionner. Je crois que les questions des violences sont quelque chose d'extrêmement fort et préoccupant. Je ne souhaite à personne de se sentir agressé ou de l'être, que ce soit des hommes ou des femmes. Voilà. Après, je crois à la justice. Je crois aussi au pardon. Que quelqu'un peut faire une bêtise et se relever dans sa vie. Voilà.
c'est ce qui m'anime profondément. Et au fond, c'est ce qui nous anime au quotidien. On a eu 3 années particulièrement difficiles. On a eu aussi des suicides. Quand j'annonçais aux parents le décès d'un enfant avec la gendarmerie, c'est jamais des moments évidents. Voilà, on essaye d'être au plus près des administrés, de les prendre des fois dans leur souffrance humaine, de trouver des solutions. Je ne dis pas qu'on trouve toutes les solutions, mais je crois qu'il y a dans les 36 000 communes françaises des élus qui se la donnent pour essayer de créer du lien dans une société qui est de plus en plus individualiste. Et donc moi, je vais en conclusion vous faire le compliment inverse. Vous vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'administrés et qu'il y a beaucoup d'élus. Moi, je vois un point positif, c'est qu'il y a des élus qui sont investis, qui sont à l'écoute. Et je veux vous remercier parce qu'au fond, vous êtes plus d'une vingtaine ce soir, presque une trentaine de Saint-Séverin. C'est beaucoup. Pour le mois de novembre, on serait mis au chaud à la maison. C'est qu'au fond, vous aviez des choses à exprimer, que vous avez la passion de votre vie. Maintenant, on se tient à votre entière disposition pour évoquer des cas plus personnels. Et je vous souhaite de bien revenir chez vous. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.